L'armée congolaise a lancé des opérations contre des rebelles hutus rwandais du FDLR, une opération lancée sans le soutien de la force des Nations Unies en RDC, la MONUSCO. La Cour constitutionnelle kenyane a rejeté lundi plusieurs sections d'une loi polémique sur la sécurité, une loi jugée liberticide, mais le gouvernement envisage de renvoyer le test devant le Parlement. Un an après l'annexion de la Crimée par la Russie, qu'est-ce qui a véritablement changé pour les habitants de la péninsule? On en parlera au cours de cette édition. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Sika. La Cour constitutionnelle kenyane a rejeté en début de semaine plusieurs sections d'une loi polémique sur la sécurité. Stigmatisant l'aspect liberticide de cette loi antiterroriste, l'opposition avait saisi la justice au mois de décembre dernier. Et reconnaissant des atteintes aux droits fondamentaux des Kenyans, la Haute Cour avait déjà suspendu 8 sections du test en attendant que la Cour constitutionnelle ne se prononce sur le fond. Les détails. La loi controversée a été adoptée en décembre dernier au Parlement dans la plus grande confusion après un débat chaotique et un début de pugilat entre députés de l'opposition et de la majorité. Le test porte notamment de 90 à 360 jours, la durée au cours de laquelle la police peut, avec l'autorisation d'un juge, détenir sans inculpation un suspect d'acte terroriste. Lundi dernier, la Cour constitutionnelle a validé cet article, mais elle a rejeté un second qui entraverait la liberté de la presse. En effet, le gouvernement kényan souhaitait que soit passible de 3 ans de prison la publication d'articles ou reportages qui gênent une enquête ou des opérations liées à la lutte contre le terrorisme sans l'accord de la police. Le juge a également censuré l'article fixant à 150 000 au maximum le nombre de réfugiés autorisés à vivre au Kenya. Sous le feu des critiques pour son incapacité à endiguer la multiplication des attentats menés par des islamistes somaliens Shebab sur son territoire, le gouvernement kényan considère pour sa part cette loi indispensable pour assurer la sécurité du pays. Il envisage désormais de contester cette décision judiciaire, voire de renvoyer le test devant le Parlement. En bref, à présent, l'armée congolaise a lancé hier des opérations contre des rebelles hutus rwandais du FDLR enracinés depuis une vingtaine d'années dans l'est de la République démocratique du Congo et accusés de graves crimes. Attendue depuis des semaines, cette opération s'annonce compliquée car elle a été lancée sans le soutien de la force des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, et pendant qu'une certaine grogne gagne l'armée dans la région en raison du manque de moyens. L'armée congolaise avait annoncé en janvier dernier qu'elle allait cibler les FDLR dont des membres sont accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Cette rébellion est en outre accusée des actions telles que meurtre, viol, enrôlement d'enfants et pillage en République démocratique du Congo. Le groupe islamiste Boko Haram multiplie toujours ses attentats meurtriers. Au moins 17 personnes ont été tuées dans un nouvel attentat hier mardi à Potiskum, une ville du nord-est du Nigeria en proie aux tueries du groupe islamiste Boko Haram. Cette attaque a été suivie d'une autre explosion à Kano, une autre ville du nord-est du pays. Au moins 10 personnes ont été tuées mardi dans un double attentat suicide dans une gare routière bondée de Kano au Nigeria, quelques heures après une attaque similaire à Potiskum dans une autre ville du nord-est. 17 personnes ont péri et 27 ont été blessées lorsqu'une bombe a explosé dans un bus. Selon le porte-parole de la police de Kano, les attentats suicides ont été perpétrés par 2 hommes qui venaient de descendre d'un bus. La zone a été bouclée et des démineurs se sont assurés qu'il n'y avait pas d'autres bombes sur les lieux. Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, a déjà été durement frappée dans le passé par les tueries du groupe islamiste armé Boko Haram, qui affirme vouloir créer un État islamique dans la région. L'une des pires attaques avait eu lieu le 29 novembre, lorsqu'une bombe avait explosé parmi les fidèles assistant à la prière du vendredi dans la grande mosquée de la ville. Au moins 120 personnes avaient été tuées et plus de 270 blessées.
Le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, le GIEC, a annoncé mardi la démission de son président. L'économiste indien, objet d'une plainte pour harcèlement sexuel dans son pays, a préféré déposer le tablier à la tête de cette institution onusienne chargée de synthétiser les constats et rapports sur l'évolution du climat. Plus de précisions à travers ce reportage. Le bureau du GIEC s'est accordé mardi pour désigner en conformité avec ses procédures le vice-président Ismaël El Ghizouli comme président par intérim. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué cette autorité scientifique internationale sur le changement climatique réunie cette semaine à Nairobi au Kenya. Les actions prises ce jour permettront que la mission du GIEC qui consiste à mesurer le changement climatique se poursuive sans interruption, a déclaré Achim Steiner, directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement qui a organisé la réunion du bureau. D'après les tests qui régissent le GIEC, le mandat de Rajendra Pachauri devrait s'achever en octobre prochain et l'élection d'un nouveau bureau était d'ores et déjà prévue. Rajendra Pachauri, âgé de 74 ans et président du GIEC depuis 2002, avait renoncé à participer à la réunion de Nairobi devant répondre d'une plainte pour harcèlement sexuel déposée en Inde par une femme de 29 ans, chercheur dans son centre d'études. Ses avocats ont demandé lundi sa mise en liberté sous caution à un tribunal de New Delhi, anticipant son arrestation. Cette affaire intervient au cours d'une année importante pour le climat puisque la communauté internationale négocie en vue de la conférence de Paris où est espéré le tout premier accord universel contre le réchauffement climatique. Selon Laurence Tubiana, envoyé spécial de la France chargé d'organiser la conférence, cette démission de Pachauri n'aura pas de conséquences sur la rencontre de Paris parce que le travail du 5e rapport du GIEC sur le climat est déjà bouclé. Le 26 février 2014, des hommes masqués occupaient le Parlement de Crimée, marquant le début de l'annexion éclair de la péninsule par la Russie. Un an plus tard, les habitants de la Crimée sont ravis pour la grande majorité d'avoir changé de nationalité, même si les conditions de vie mettront encore du temps pour véritablement s'améliorer. Reportage. Sur le toit du Parlement de Simferopol, le drapeau russe flotte aujourd'hui aux côtés du drapeau de Crimée. Oublié, le bleu et le jaune de l'Ukraine. Un an s'est déjà écoulé depuis l'annexion de la péninsule par le voisin russe, une année de transition pour ses habitants, ravis pour la grande majorité d'avoir changé de nationalité. Je suis bien sûr contente, et pas seulement moi, mais beaucoup d'habitants. Nous sommes contents que la Crimée ait retrouvé le port d'attache de sa patrie maternelle, la Russie. Maintenant, tout est plus facile pour nous et il n'y a pas de guerre. Je ne dirais pas que les choses sont devenues plus confortables pour nous. Parce que la Russie en ce moment vit une période difficile. L'Ukraine aussi. Mais je crois que peu de gens ici auraient envie de retourner en Ukraine. Le rouble russe a remplacé la devise ukrainienne et les salaires et retraites ont bien augmenté, tout comme le coût de la vie. Les numéros de téléphone ont tous été modifiés pour changer d'indicatif. Une russification à marche forcée, sans espace pour les voix dissidentes. Intimidation, enlèvement, torture et expulsion. Ceux qui étaient contre l'annexion ont tous été contraints à l'exil. Aujourd'hui, cette situation fait peur aux gens. Les gens ont peur de dire qu'il y a des problèmes. Par exemple, aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'institutions publiques où les gens ne reçoivent pas leur salaire, surtout dans les régions plus isolées de Crimée. Mais par contre, aucun n'oserait témoigner face à une caméra. C'est pratiquement impossible. Vladimir Poutine a promis des milliards pour développer la péninsule, mais les problèmes s'accumulent. Plus aucun train ne circule entre l'Ukraine et la Crimée, Kiev ayant coupé les liaisons. Les sanctions occidentales pèsent aussi sur le quotidien. Des groupes internationaux comme McDonald's et Shell ont mis la clé sous la porte. Les paiements par carte bancaire ne fonctionnent plus et impossible désormais de retirer de l'argent dans les distributeurs. Visa et Mastercard ont suspendu leurs services. Du côté des entreprises, la transition est douloureuse. Tatiana n'a plus rien. Son entreprise fabriquait des logiciels de comptabilité. Elle a perdu tous ses clients ukrainiens et a dû licencier 50 salariés.
C'est comme si j'avais déménagé dans un autre pays, comme si j'étais réfugiée et que je recommençais une nouvelle vie ici. Oui, j'ai des amis, c'est bien. Ils ne sont pas tous partis. J'ai aussi où vivre, mais je n'arrive plus à gagner d'argent et je ne suis plus toute jeune. Pour survivre, Tatiana vend désormais ses peintures. Elle prévoit d'immigrer en Pologne et apprend la langue. Même si elle a tout perdu, l'annexion de la Crimée était pour elle indispensable, un soutien indéfectible au maître du Kremlin qu'elle affiche jusque dans son bureau. Le système de transport public à Lima au Pérou est un chaos quotidien pour les habitants de la capitale. Tous se plaignent de perdre leur temps et leur argent dans des véhicules bondés. Les images. De longues files de passagers attendant un moyen de transport pour aller vaquer à leurs occupations. Le transport en commun est devenu un véritable casse-tête pour les habitants de Lima. Difficile de choisir entre un système d'autobus traditionnel surchargé et très peu sûr à cause du manque de contrôle et le système de métro qui ne dessert pas tous les quartiers de Lima et est de surcroît surchargé aux heures de pointe. On perd du temps et de l'argent. On nous dit que c'est pour le peuple. Mais en ce moment, selon moi, rien n'est fait pour le peuple. Pour les associations œuvrant dans le domaine des transports, cette situation traduit l'absence d'autorité dans le pays. Lima a un chaos. C'est un chaos, mais pas seulement à cause du désordre des véhicules qui circulent. C'est un chaos généré par l'anarchie. C'est-à-dire que les autorités ne font pas ce qu'elles ont à faire. Ce sont des autorités désorganisées. D'un côté, la municipalité qui gère et est responsable des impôts, des autorités des contrôles. Notons que le train électrique a ouvert ses portes à Lima depuis 2011 après 20 ans de travaux, mais il n'existe que la ligne numéro 1. Les autres lignes sont toujours en travaux, notamment la ligne numéro 2 de métro souterrain, dont la construction a commencé en décembre 2014. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, une pensée pour tous les réfugiés et déplacés de guerre partout dans le monde.